Je gagne ce match et je t'adopterai, rit le milliardaire. Mais la pauvre fille bougea une pièce. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, commentez de quelle ville vous regardez. Les sols en marbre de l'hôtel Grand Méridien brillaient sous des lustres de cristal, tandis que l'élite de New York se rassemblait pour le tournoi annuel international des maîtres d'échecs. Des montres incrustées de diamants captaient la lumière, tandis que des milliardaires se mêlaient à des champions du monde. Leur conversation, une symphonie de pouvoir et de privilèges. Au cœur du tournoi siégeait Khaled Al-Mansour, le joyau de la couronne de la soirée. La présence du milliardaire arabe commandait l'attention. Son costume Armani sur mesure, sa collection de rares montres Patek Philippe exposées sur des coussins de velours à proximité, et son arrogance légendaire qui avait bâti un empire technologique valant 40 milliards de dollars. Des caméras flashed alors qu'il délibérait son prochain mouvement contre le grand maître Victor Petrov, le prodige des échecs de Russie. Khalid prend son temps, murmura une actrice hollywoodienne. Son téléphone enregistrant le match, probablement calculant une autre acquisition d'entreprise, raid un magnat de Wall Street. Les murmures de la foule remplissaient l'espace opulent où une seule bouteille de champagne coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Dehors, la pluie de novembre fouettait les fenêtres du sol au plafond, créant un contraste saisissant entre la chaleur intérieure et le monde froid au-delà. C'est alors qu'elle apparut. Une petite silhouette se glissa par les portes tournantes de l'hôtel. Une fille de 5 ans, avec des cheveux bruns emmêlés, portant d'une robe rose fanée 2 tailles trop grandes et des baskets avec des trous qui couinaient à chaque pas. Son sac à dos déchiré pendait de ses épaules fines, alors qu'elle restait figée, submergée par la grandeur qui l'entourait. Elle n'était pas venue pour le tournoi. Elle était venue chercher refuge contre la tempête et peut-être un sandwich oublié de la table du buffet. Mais tandis que ses grands yeux parcouraient la pièce, ils se posèrent sur quelque chose qui changerait tout. L'échiquier où Khaled Al-Mansour était assis, complètement inconscient que sa vie était sur le point d'être transformée par l'adversaire le plus improbable et imaginable. Le nom de la fille était Grace, et elle était sur le point d'enseigner à un milliardaire la vraie signification de l'échec et de maths. Grace avait appris à se déplacer comme une ombre. 3 ans en foyer d'accueil et 2 dans la rue lui avaient appris que l'invisibilité était de la survie. Elle pressa sa petite silhouette contre les piliers de marbre, observant la foule scintillante avec la lassitude d'un animal chassé. La chaleur de l'hôtel était enivrante après des heures sous la pluie froide, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se détendre. Son estomac se tordait d'une faim familière. Le dernier repas, un sandwich à moitié mangé d'un banc de parc, semblait dater de jour. La table du buffet brillait à travers la pièce comme un mirage, chargé de délices qu'elle n'avait vues qu'à travers les fenêtres de restaurants. Mais entre elle et le salut se tenait une mer de robes de créateurs et de milliers de costumes. Grace survivait seule depuis qu'elle avait échappé à son dernier placement en foyer d'accueil il y a 3 semaines. Les Henderson avaient semblé gentils au début, mais leur gentillesse avait des conditions qui lui faisaient dresser les cheveux sur la tête et le cœur battre la chamade de terreur. S'enfuir avait été son seul choix, même si cela signifiait dormir dans des tunnels de métro et chercher de la nourriture. Elle se rapprocha du tournoi d'échecs, attirée par l'intensité feutrée entourant la table principale. Les échecs ne lui étaient pas étrangers. Son grand-père lui avait appris avant de mourir, à l'époque où elle avait encore une vraie maison. Ses souvenirs ressemblaient à des fragments de la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Mais les 64 cases de l'échiquier lui parlaient toujours d'une manière que les mots ne pouvaient pas. Khaled Al-Mansour dominait l'espace autour de la table comme un roi tenant sa cour. Grace avait déjà vu des hommes comme lui, le genre qui croyait que l'argent pouvait tout acheter, y compris les gens. Son rire était fort et confiant, ses gestes amples et théâtraux. Tout en lui criait le droit. La position est assez complexe, commenta la grande maître Elena Vouloff, étudiant l'échiquier depuis les coulisses. Petro a un léger avantage, mais le placement du cavalier d'Al-Mansour est intéressant.
Grace s'approcha, son œil entraîné saisissant immédiatement les subtilités des positions. Le roi des Blancs semblait en sécurité derrière son bouclier de pion, mais il y avait quelque chose, une faiblesse qui semblait invisible à tous les observateurs. La foule voyait le pouvoir et la stratégie. Grace voyait un puzzle avec une solution cachée. Khaled se pencha en arrière dans sa chaise, faisant tourner sa Rolex en platine, l'une des 12 qu'il avait portées tout au long de la parée, la changeant comme des accessoires. La pression du temps fait les champions, déclara-t-il à son public. En affaires et aux échecs, l'hésitation est la mort. L'ironie n'échappa pas à Grace. Cet homme qui parlait d'hésitation n'avait jamais hésité à manger, à dormir dans un lit chaud ou à se sentir en sécurité. Il portait la confiance comme une armure, ne sachant jamais ce que signifiait douter d'où viendrait son prochain repas. Le regard d'un garde de sécurité balaya la pièce, et Grace se cacha instinctivement derrière une présentation de champagne, son cœur battant à tout rompre, tandis que des chaussures polies passaient à quelques centimètres de sa cachette. Quand le danger passa, elle émergea pour se retrouver directement derrière la chaise de Khaled, assez près pour sentir son eau de colonne coûteuse et voir le positionnement précis de chaque pièce sur l'échiquier. C'est alors qu'elle le vit, le coup qui déferlerait tout. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. Les échecs ne sont pas à propos des pièces que tu vois, Gracie. C'est à propos des espaces entre elles, les coups que personne n'attend. La solution était élégante, dévastatrice et complètement invisible pour tout le monde dans la pièce. Tout ce qu'il faudrait, c'était un petit pion déplacé sur une case spécifique et toute la position s'effondrerait comme un château de cartes. Khaled tapota ses doigts manucurés sur la table, son ennui évident. Peut-être devrions-nous rendre cela plus intéressant, médita-t-il à voix haute, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. La foule se pressa plus près alors que la déclaration de Khaled planait dans l'air. Grace resta figée derrière sa chaise, ses petites mains serrant les lanières de son sac à dos déchiré. Elle pouvait sentir le poids des yeux affamés de l'autre côté de la pièce. Pas la faim qu'elle connaissait, mais la faim des spectateurs avides de divertissement. Plus intéressant comment? Demanda Victor Petro, son accent russe épais de prudence. Le grand maître jouait professionnellement depuis 20 ans, et il reconnaissait l'éclat dangereux dans les yeux des hommes riches quand ils s'ennuyaient de simplement gagner. Le sourire de Khaled était prédateur. Un pari annexe peut-être, quelque chose pour rendre la soirée mémorable pour nos invités distingués. Des murmures ondulaient à travers la foule. C'était exactement le genre de drame qu'ils étaient venus observer, la collision d'ego et d'argent qui ferait les gros titres de demain. Des caméras de téléphone émergeaient comme des vautours affamés, prêts à capturer quel que soit le spectacle sur le point de se dérouler. Grace se déplaça légèrement, essayant de rester invisible, tout en restant assez proche pour étudier l'échiquier. La position était fascinante, un milieu de partie complexe où les deux camps avaient des chances, mais seulement s'ils pouvaient voir au-delà des coups évidents. Elle regardait les doigts de Petrov planer au-dessus de ses pièces, calculant des variations qui ne menaient nulle part. Le grand maître russe pensait, comme un grand maître, défensivement, prudemment, protégeant son léger avantage matériel. Mais les échecs n'étaient pas toujours à propos de matériel. Parfois, il s'agissait de sacrifices, de renoncer à quelque chose de précieux pour gagner quelque chose d'inestimable. « J'ai une meilleure idée », annonça Khaled, se levant brusquement. Sa chaise racla le marbre, le son résonnant à travers la salle de bal soudainement silencieuse. Donnons à notre public un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Grace sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec ses vêtements mouillés. Quelque chose dans son ton lui rappela les pères nourriciers, qui parlaient doucement avant que leur voix ne devienne cruelle. Elle avait appris à reconnaître cette marque particulière de cruauté arrogante, le genre qui se déguisait en générosité tout en planifiant l'humiliation. Le regard de Khaled balaya la pièce comme un projecteur, cherchant des victimes.
Les banquiers d'investissement redressaient leurs cravates, les mondaines ajustaient leurs bijoux. Tout le monde voulait être choisi pour quel que soit le jeu que le milliardaire était sur le point de proposer. Pourtant, tout le monde le craignait aussi. Ses yeux trouvèrent Grace. Elle était pressée contre le pilier de marbre, petite et immobile comme un lapin chassé. Ses cheveux mouillés collaient à ses joues pâles, et sa robe surdimensionnée pendait comme un ballon dégonflé autour de sa petite silhouette. Pour la foule, elle était une anomalie, une enfant sale dans leur monde immaculé, aussi déplacée qu'un moineau dans une bijouterie. Bien, bien, traîna Khaled, sa voix portant l'amusement dangereux d'un chat découvrant une souris. Il semble que nous ayons une invitée non invitée. Tous les yeux se tournèrent vers Grace. Elle sentit le poids de leur regard comme des coups physiques. Certains curieux, certains dégoûtés, tous la voyant comme moins qu'humaine. Ses instincts criaient de courir, mais ses jambes se sentaient gelées. 3 ans de conditionnement lui avaient appris que courir rendait souvent les choses pires. « Sécurité », appela quelqu'un. Mais Khaled leva une main. « Non, non, laissez-la rester. » Son sourire s'élargit, et Grace reconnut l'expression de ses pires cauchemars. Le sourire de quelqu'un qui appréciait d'avoir du pouvoir sur les impuissants. « En fait, j'ai une proposition pour notre petite visiteuse. » La foule se pencha, sentant le sang dans l'eau. Les téléphones passèrent en mode vidéo. C'était le moment qu'ils partageraient sur les réseaux sociaux, la sensation virale qui les ferait partie de l'histoire. Khaled gesticula grandement vers l'échiquier, ses mouvements théâtraux et délibérés. « Tu sais ce que sont les échecs, petite fille. » Grace hocha la tête presque imperceptiblement, sa gorge trop serrée pour les mots. « Magnifique! » Khaled frappa ses mains l'une contre l'autre, le son aigu comme un coup de feu. « Alors tu apprécieras cette offre généreuse que je suis sur le point de faire. » Il se tourna pour faire face à son public, s'assurant que chaque caméra capturait son profil. « Mesdames et messieurs, je vous présente le pari le plus audacieux de la soirée. Cet enfant sans abri, cette complète étrangère, jouera la position de Victor Petrov. » Des halètements résonnèrent à travers la salle de bal. Les sourcils de Petrov se levèrent en confusion et en insulte. « Et si elle gagne, » Khaled continua, sa voix montant en crescendo, « je l'adopterai. Donnez-lui mon nom, ma fortune, tout. » La pièce explosa en rire choqué. La proposition était si ridicule, si impossible, qu'elle frisait la comédie. Une enfant des rues de 5 ans battant un grand maître russe. C'était comme regarder quelqu'un parier sur la gravité coulant vers le haut. Khaled se délecta de la réaction, les bras écartés comme un chef d'orchestre devant son orchestre. C'était son moment. La vidéo virale qui cimenterait sa légende comme le milliardaire le plus audacieusement généreux de sa génération. « Gagne ce match et je t'adopterai », déclara-t-il, sa voix résonnant sur les sols de marbre. Le rire atteignit un paroxysme, mais Grace ne riait pas. Elle fixait l'échiquier, voyant des possibilités qui existaient dans les espaces entre les coups, entendant la voix de son grand-père chuchoter une sagesse ancienne sur les pions qui pouvaient devenir des reines. Et puis, tandis que le milliardaire se délectait encore de l'amusement de son public, Grace s'avança et bougea une pièce. Le rire mourut comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation électrique de la pièce. La petite main de Grace avait avancé le pion H7 de 2 cases. Un coup si simple, si inoffensif qu'il fallut plusieurs secondes à quiconque pour comprendre ce qui s'était passé. Le son de sa pièce touchant l'échiquier résonna dans le silence soudain comme un coup de feu dans une cathédrale. Petro cligna des yeux, puis se pencha en avant, ses yeux entraînés scrutant la position. Son visage passa par une série d'expressions, confusion, concentration, puis une horreur naissante. La couleur quitta ses joues alors que les implications le frappaient comme un train de marchandises. « Impossible », murmura la grande maître Elena Voulov depuis les coulisses. Sa voix était à peine audible. Mais dans le silence de mort, elle porta à chaque coin de la pièce. Grace recula, sa petite silhouette disparaissant presque derrière la foule d'adultes.
Elle ne cherchait pas d'applaudissements ou de reconnaissance. Elle avait appris il y a longtemps que l'attention des adultes signifiait généralement de la douleur, mais elle ne put s'empêcher de ressentir une petite vague de satisfaction qui lui réchauffa la poitrine. Son grand-père aurait été fier. Le sourire confiant de Khaled vacilla. Quoi exactement? Elle a créé une séquence forcée. Petro interrompit, son accent russe épais d'incrédulité. L'avance du pion ouvre une diagonale pour le fou, ce qui met la pression sur F7. Mais ce n'est pas la partie brillante. Les mains du grand maître tremblèrent légèrement tandis qu'il pointait différentes cases sur l'échiquier. La partie brillante est qu'elle m'a forcé la main. Je dois répondre à la menace immédiate, ce qui signifie que je dois déplacer mon cavalier. Mais chaque coup de cavalier légal mène au même résultat, qui est la voix de Khaled avait perdu son éclat théâtral, remplacé par quelque chose de beaucoup plus petit et incertain. Échec et mat en 3 coups. Les mots de Petrov tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Peu importe comment je réponds, elle a créé une séquence imparable. Le coup de pion était le premier domino d'une réaction en chaîne qui se termine par la mort de mon roi. La foule éclata en chaos. Les téléphones qui avaient enregistré le grand geste de Khaled capturèrent maintenant quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Une enfant sans abri démantelant une position qui avait déconcerté l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais Grace ne regardait pas la foule. Elle se souvenait. Les échecs, ce sont la démocratie de l'esprit, Gracie, avait dit son grand-père lors de leur dernière partie ensemble, il y a 3 ans. Il avait été malade alors, ses mains tremblant alors qu'il déplaçait les pièces, mais ses yeux toujours perçants comme des étoiles d'hiver. Sur ces 64 cases, peu importe si tu es riche ou pauvre, jeune ou vieux. Seules tes idées importent. Seule la vérité importe. Le souvenir blessait, mais il la renforçait aussi. Papy Joe avait été le seul adulte qui l'avait jamais vraiment vu, non pas comme un fardeau ou une marchandise, mais comme un être humain avec de la valeur. Il est mort quand elle avait 6 ans, et avec lui était parti son dernier protecteur, son dernier avocat, dans un monde qui semblait déterminé à dévorer les enfants comme elle. « C'est ridicule, balbutia Khaled, son sang-froid se fissurant. Elle n'est qu'une enfant. Elle ne comprend probablement même pas ce qu'elle a fait. Mais Grace comprenait. Elle comprenait plus que quiconque dans cette salle de bal scintillante ne pouvait imaginer. Elle comprenait ce que cela signifiait d'avoir faim pendant des jours d'affilée. Elle comprenait la terreur de se cacher dans des bâtiments abandonnés tandis que les sirènes de police hurlaient au loin. Elle comprenait le poids écrasant de l'invisibilité, d'être traitée comme des ordures humaines par une société qui mesurait la valeur en solde bancaire. Le plus important, elle comprenait que les échecs étaient l'une des rares choses au monde qui ne pouvaient pas être achetées. C'était pur, honnête, brutal, dans sa démocratie. Sur l'échiquier, son estomac vide n'importait pas. Ses vêtements déchirés étaient sans importance. Son manque de pedigree ne signifiait rien. Seule la vérité de la position importait. Et la vérité était qu'elle venait d'accomplir quelque chose de remarquable. Dr. Margaret Chen, une psychologue pour enfants qui avait assisté en tant qu'invitée du maire, se fraya un chemin à travers la foule. Contrairement aux autres, elle n'était pas concentrée sur la position d'échec. Elle étudiait Grace. La posture de l'enfant racontait une histoire de traumatisme et de survie. La façon dont elle se tenait, toujours prête à fuir, la manière prudente dont elle évitait le contact visuel, la position défensive qui parlait de trop de mots durs et de mains levées. « Extraordinaire », murmura le Dr. Chen. Mais elle ne parlait pas du coup d'échec. Pendant ce temps, les journalistes concoctaient déjà leurs gros titres. Fille sans abri humilie milliardaire. Prodige des échecs de 5 ans stupéfie le tournoi d'élite. De la misère à la richesse. L'échec et mat entendu partout dans le monde. Mais ces gros titres manquaient de la vraie histoire. Il ne s'agissait pas de génie des échecs ou de fantasme de la misère à la richesse. Il s'agissait d'une enfant qui avait été abandonnée par tous les systèmes conçus pour la protéger,
mais qui avait pourtant conservé suffisamment d'espoir pour faire confiance à la démocratie des 64 cases. Il s'agissait d'un moment où le talent pur transcendait chaque barrière que la société avait érigée entre les puissants et les impuissants. Petro fit son coup forcé, sa main lourde de défaite. Puis Grace s'avança à nouveau, ses mouvements précis et silencieux comme la neige qui tombe. Le deuxième coup était tout aussi dévastateur que le premier, un simple développement de fou qui enfermait la position dans l'inévitabilité. Magnifique, souffla Voulov. Elle ne joue pas juste des coups. Elle joue des concepts. Regardez comment chaque pièce s'harmonise avec chaque autre pièce. Ce n'est pas de la chance de débutant. C'est une compréhension à un niveau qui prend des décennies à développer. Le visage de Khaled était passé de confiant à confus à quelque chose approchant la panique. Le moment viral qu'il avait orchestré échappait à son contrôle. C'était censé être un coup publicitaire inoffensif, une chance de démontrer sa nature magnanime à ses riches pairs. Au lieu de cela, il regardait une enfant sans abri démolir systématiquement tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir, le privilège et la valeur. Le troisième coup vint comme la hache d'un bourreau, rapide, final et indéniable. Grace poussa sa dame en déhuide et soudain l'échiquier raconta une histoire qui ne pouvait être discutée, achetée ou expliquée. Échec et mat, victoire complète et totale par une enfant qui ne possédait rien sauf les vêtements sur son dos et la connaissance dans sa tête. Dans le silence qui suivit, Grace leva finalement les yeux vers Khaled. Ses yeux ne contenaient ni triomphe, ni moquerie, seulement une intelligence tranquille qui semblait bien plus âgée que ses 5 ans. Elle ne célébrait pas sa victoire. Elle attendait de voir si l'on pouvait faire confiance aux adultes pour tenir leurs promesses. « Eh bien, dit-elle d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, « j'ai gagné. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation. Khaled fixa l'échiquier, son esprit vacillant alors qu'il essayait de traiter ce qui venait de se passer. Autour de lui, le fleuron de la société new-yorkaise regardait avec des expressions allant de l'étonnement à la Sheldon Frader. Tout le monde comprenait l'ampleur de ce qu'ils avaient vu, mais personne ne savait exactement ce qui allait suivre. La promesse d'adoption était clairement une blague, vint une voix de la foule. Harold Peaton, un gestionnaire de fonds spéculatifs connu pour son pragmatisme impitoyable. Personne ne s'attend réellement. Une promesse est une promesse, interrompit le Dr. Chen, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à plaider pour les enfants. Elle s'était rapprochée de Grace, se positionnant entre la fille et la foule comme une barrière protectrice, surtout les promesses faites aux enfants. Les avocats coûteux de Khaled, qui avaient apprécié le divertissement de la soirée, semblèrent soudain très mal à l'aise. Marcus Goldstein, associé principal chez Goldstein, Weiss et associés, murmura d'urgence à l'oreille de son client. « Techniquement, avec tous ces témoins et preuves vidéo, vous avez fait une déclaration publique. Les implications légales. Suggérez-vous sérieusement que j'adopte une enfant des rues au hasard? » Riposta Khaled en sifflant, sa voix basse, mais pas assez basse pour échapper au microphone sensible des reporters proches. Grace entendit chaque mot. Elle en avait entendu des variations auparavant dans différentes pièces de différents adultes qui avaient fait différentes promesses. Le langage du rejet était toujours le même, froid, clinique, conçu pour réduire son humanité à un inconvénient. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait gagné quelque chose d'abord. Cette fois, elle avait prouvé sa valeur de la seule manière que la société semblait comprendre, par la performance, en démontrant une valeur qui ne pouvait être ignorée ou rejetée. L'enfant a clairement été entraîné, suggéra une autre voix de la foule. Vivian Hartwell, une magnat de l'immobilier connue pour sa langue acérée et ses pratiques commerciales plus acérées. C'est évidemment une sorte d'arnaque élaborée. Par qui? La réponse du Dr. Chen fut immédiate et énergique. Regardez-la. Vraiment, regardez-la. Cet enfant est malnutri. N'a probablement pas eu de repas correct depuis des jours. Ses vêtements sont trempés et déchirés.
Si c'est une arnaque, c'est le jeu d'acteur de méthode le plus dévoué que j'ai jamais vu. Grace sentit la brûlure familière de la honte alors que l'attention se concentrait sur son apparence. Elle était aiguement consciente de son apparence comparée à tous les autres dans la pièce, comme un moineau parmi des paons, comme un pissenlit dans un jardin de roses. Le contraste était si frappant qu'il semblait intentionnel, comme si elle avait été placée là spécifiquement pour souligner tout ce qu'elle n'était pas. Mais les échecs ne se souciaient pas des apparences. Les échecs étaient honnêtes d'une manière que les gens l'étaient rarement. La séquence de coups était authentique, dit Petrov doucement. Le grand maître russe avait étudié la position, passant en revue des variations dans sa tête, essayant de trouver une échappatoire qu'il avait manquée. Il n'y a pas de défense. L'enfant a vu quelque chose que nous tous avons échoué à voir. Son aveu envoya une autre vague de murmures à travers la foule. Petrov était classé 7e mondial, un joueur qui avait battu des champions du monde. S'il confirmait que les coups étaient brillants, alors ils étaient brillants. Point. Khaled sentit les murs se refermer. C'était censé être sa nuit, son moment pour se délecter d'adoration et démontrer sa supériorité. Au lieu de cela, il était piégé dans une situation entièrement de sa propre fabrication, entouré de caméras qui avaient capturé chaque mot de sa promesse publique. Même si les coups étaient impressionnants, dit-il, cherchant n'importe quelle voie d'évasion, sûrement personne ne s'attend à ce que je réellement. Je le fais. La voix vint d'une source inattendue. Theodore Blackton, propriétaire de 3 grands journaux et un homme dont l'opinion formait le discours public. J'attends exactement cela. Blackstone s'avança, sa présence commandant une attention immédiate. À 72 ans, il avait bâti son empire médiatique sur le principe que les personnes puissantes devraient être tenues responsables de leurs paroles. Vous avez fait une promesse publique, Khaled, devant des témoins, des caméras et des appareils d'enregistrement. Vous avez misé votre parole contre l'habileté d'une enfant et vous avez perdu Theodore. Sûrement vous comprenez que cela était évidemment destiné comme quoi une blague. La voix de Blackstone portait des décennies d'autorité. Vous avez humilié une enfant pour le divertissement, et quand elle s'est avérée supérieure à vos attentes, vous voulez le rejeter comme de l'humour. Qu'est-ce que cela dit de votre caractère? La question frappa comme un coup physique. Le caractère était tout dans le monde de Khaled. Les affaires vivaient ou mouraient sur la réputation, sur la conviction que la parole d'un homme signifiait quelque chose. S'il était vu comme quelqu'un qui faisait des promesses à la légère et les brisait nonchalamment, les implications financières pourraient être dévastatrices. Grace regardait les adultes se disputer à son sujet comme si elle n'était pas là. C'était une sensation familière, être discutée plutôt qu'incluse, être traitée comme un objet plutôt qu'une personne. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois, quelque chose qui lui donnait une lueur d'espoir. Dr. Chen s'agenouilla à côté d'elle, se mettant au niveau des yeux de Grace. « Comment t'appelles-tu, chérie? »« Grace, murmura-t-elle, le mot à peine audible. « Grace, comprends-tu ce qui se passe ici? » Grace hocha la tête lentement. Il a dit que si je gagnais, il m'adopterait. J'ai gagné. La simplicité de cela était dévastatrice. Pas d'argument juridique complexe ou de manœuvre sociale. Juste une enfant énonçant la vérité fondamentale que les adultes semblaient déterminés à compliquer. « Et est-ce ce que tu veux? » demanda doucement le Dr. Chen. « Être adopté par lui. » Grace considéra la question attentivement. Vouloir était un luxe qu'elle avait appris à réprimer. Vouloir des choses ne menait qu'à la déception et à la douleur. Mais alors qu'elle regardait autour d'elle dans la salle de bal, la richesse et le confort et la sécurité qui l'entouraient, elle ne put s'empêcher d'imaginer ce que cela pourrait faire de ne plus jamais avoir faim, de dormir dans un vrai lit, d'être en sécurité. « Je veux une famille, dit-elle finalement. Je veux que quelqu'un me veuille. » Les mots traversèrent le bavardage de la foule comme une lame à travers la soie. Soudain, les arguments juridiques et les implications sociales semblèrent mesquins comparés aux besoins humains fondamentaux,
dans la voix d'une enfant de 5 ans. Khaled sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. Pas son cœur exactement, mais l'armure d'indifférence qu'il avait construite autour. Il avait grandi avec tout ce qui lui était donné, n'avait jamais su ce que signifiait vouloir des nécessités de base. L'idée que quelqu'un de si petit puisse vouloir quelque chose de si simple et se le voir refusé par des adultes qui avaient tout, remua des émotions qu'il pensait longtemps enfouies. Mais l'émotion était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Pas ici, pas maintenant, pas avec tant d'enjeux. Regardez, dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Évidemment, l'enfant est talentueuse. Peut-être pouvons-nous organiser des cours d'échecs appropriés. Peut-être une bourse. Ce n'est pas ce que vous avez promis, interrompit Blackstone. Et vous n'avez pas promis de leçons d'échecs. Vous avez promis l'adoption. Vous avez promis la famille. Le mot famille planait dans l'air entre eux, chargé de sens. Aucun homme n'était préparé à l'examiner pleinement. L'impasse s'étira en un silence inconfortable. Grace resta parfaitement immobile, ses petites mains jointes devant elle, regardant les adultes décider de son sort avec la patience de quelqu'un qui avait appris que ses propres désirs étaient rarement pris en compte dans de telles discussions. Elle avait déjà été dans des pièces similaires, des salles d'audience, des bureaux de services sociaux, des salles de conférences, où des travailleurs sociaux discutaient de ces options de placement, comme si elle était un meuble à arranger. Mais cela semblait différent. Cette fois, elle avait gagné sa place à la table. Le téléphone du Dr. Chen vibra avec un appel entrant. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et s'écarta pour répondre, parlant sur des tons feutrés et urgents. Quand elle revint, son expression était sombre. « Guy vient de parler avec mon contact au service de protection de l'enfance », annonça-t-elle à la pièce. Grace a disparu du système depuis 3 semaines. Elle a été placée la dernière fois avec une famille dans le Queens, mais il n'y a aucune trace de comment ou pourquoi elle est partie. L'implication planait lourdement dans l'air. Les enfants ne s'enfuyaient généralement pas des bonnes situations. Khaled saisit cette information comme un homme qui se noie s'agrippant à une bouée de sauvetage. Voyez, elle est déjà dans ce système. C'est clairement une affaire pour des autorités compétentes. Pas les autorités compétentes l'ont laissé tomber. Le docteur Chen le coupa. Regardez-la. Vraiment, regardez-la. Cet enfant survit seul depuis 3 semaines. Elle est malnutrie, épuisée et clairement traumatisée. Les autorités compétentes ont manifestement échoué à la protéger. Grace tressaillit au mot traumatisé. Elle détestait être vue comme brisée ou endommagée. Détestait la façon dont les adultes utilisaient des termes cliniques pour décrire sa douleur, comme si la nommer la rendait en quelque sorte gérable. Elle n'était pas traumatisée. Elle survivait. Il y avait une différence. « Je vais bien », dit-elle doucement. Mais sa voix fut perdue dans le débat des adultes. Marcus Goldstein tira Khaled à part. Leur conversation, une série de murmures urgents, précédents légal, cauchemars de relations publiques, obligations contractuelles, le langage des avocats essayant de trouver des échappatoires dans ce qui semblait une situation hermétique. Pendant ce temps, les journalistes se régalaient. Ce n'était plus seulement une histoire d'intérêt humain. C'était une crise légale et éthique se déroulant en temps réel. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. Promesse d'adoption du milliardaire, obligation légale ou blague cruelle. Prodige enfant échec et maths système qu'il a laissé tomber. Quand les promesses publiques deviennent des obligations légales, Sarah Martinez, une reporter du New York Times, s'approcha du Dr. Chen avec un professionnalisme exercé. Dr. Chen, d'un point de vue de psychologie infantile, quelles sont les implications de cette situation pour Grace? Les implications sont énormes, répondit le Dr. Chen, sa voix portant une autorité professionnelle. Cet enfant a démontré une remarquable capacité intellectuelle sous un stress extrême. Elle a survécu seule pendant des semaines, ce qui montre une incroyable résilience, mais elle a aussi été maintes fois laissée tomber par les systèmes conçus pour la protéger.
Ce qui se passera ensuite validera soit sa valeur en tant qu'être humain, soit confirmera ses pires craintes concernant la fiabilité des adultes. Grace s'écoutait d'être analysée comme une étude de cas. Ce n'était pas nouveau. Les travailleurs sociaux, psychologues et gestionnaires de cas avaient disséqué sa psychologie pendant des années. Mais l'entendre discuter devant des caméras et des microphones la rendait plus publique, plus permanente. Elle pensait aux histoires de son grand-père de grandir pauvre pendant la dépression. Comment les échecs avaient été son évasion d'un monde qui semblait déterminé à écraser l'espoir. La belle chose à propos des échecs, Gracie, lui disait-il, c'est que c'est complètement juste. Chaque joueur commence avec les mêmes pièces dans les mêmes positions. Ce que tu en fais dépend de ton esprit, pas de tes circonstances. Mais la vie n'était pas les échecs. Dans la vie, certaines personnes commençaient avec plus de pièces, de meilleures positions, des systèmes de soutien plus solides. Dans la vie, avoir raison n'était pas toujours suffisant pour gagner. Khaled se retrouva à étudier Grace avec une nouvelle attention. Dépouillé du contexte théâtral, retiré de ses hypothèses initiales. Il vit quelque chose qui le troubla. Ce n'était pas juste un coup d'échec brillant, c'était un être humain qui avait été systématiquement sous-évalué et sous-estimé par tous ceux qui étaient censés prendre soin d'elle. Sa propre enfance avait été une d'un nombre illimité de ressources et d'une validation constante. Tuteur privé, école coûteuse, connexion familiale qui ouvrait chaque porte. Il n'avait jamais remis en question s'il méritait quoi que ce soit. C'était simplement son droit de naissance. En regardant Grace, il fut forcé de confronter une question inconfortable. Quel genre de personne serait-il devenu si leurs circonstances avaient été inversées? La pensée était suffisamment dérangeante pour qu'il essaie immédiatement de la rejeter. Cela devient incontrôlable, énonça-t-il à la pièce. Clairement, cet enfant a besoin de soins professionnels et d'un placement approprié. Je ferai un don à l'organisme de bienfaisance approprié. Un don généreux pour s'assurer qu'elle reçoive le meilleur possible. Non, la voix de Grace était petite mais claire. Ce n'est pas ce que vous avez promis. La simplicité de sa déclaration coupa à travers chaque justification compliquée et manœuvre légale. Elle ne demandait pas de charité, de sympathie ou d'intervention professionnelle. Elle tenait d'un adulte responsable de sa parole. Vous avez promis de m'adopter si je gagnais, continua-t-elle, sa voix devenant plus ferme. J'ai gagné. J'ai prouvé que j'étais assez bonne. J'ai prouvé que j'avais de la valeur. La dernière phrase brisa quelque chose dans la pièce. Voici une enfant de 5 ans qui avait intériorisé la croyance qu'elle devait prouver sa valeur, que l'amour et la famille étaient des choses à gagner plutôt qu'à être données librement. Theodore Blackstone s'avança, l'influence de son empire médiatique pesant derrière chaque mot. Khaled, vous avez un choix ici. Vous pouvez honorer votre promesse et gagner une fille, ou vous pouvez rompre votre parole et perdre votre réputation. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. C'est de l'extorsion, protesta Khaled. C'est de la responsabilité, corrigea Blackstone. Quelque chose que vous avez apparemment évité pendant la majeure partie de votre vie privilégiée. La foule regardait avec fascination comment l'un des hommes les plus puissants du monde se retrouvait piégé par ses propres mots négligents. Mais Grace ne regardait pas la foule. Elle regardait le visage de Khaled, essayant de lire les émotions qui vacillaient derrière ses yeux. Peur, colère, calcul, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Juste pour un instant, leurs yeux se rencontrèrent à travers l'abîme de richesse et de circonstances qui les séparaient. À cet instant, Grace vit non pas un milliardaire ou un symbole de tout ce qui lui avait été refusé, mais un autre être humain luttant avec une décision qui définirait qui il était vraiment. La question planant dans l'air ne concernait pas réellement les obligations légales ou les promesses publiques. Il s'agissait de ce qui se passait quand un privilège illimité entrait en collision avec un besoin illimité. Quand quelqu'un qui n'avait jamais manqué de rien rencontrait quelqu'un qui avait manqué de tout, il s'agissait de savoir si la richesse pouvait acheter la sagesse et si la sagesse pouvait enseigner à la richesse ce qu'elle n'avait jamais appris sur la valeur de la vie humaine.
La réponse remodèlerait leurs deux futurs d'une manière qu'aucun ne pouvait imaginer. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. Khaled sentit le poids de chaque caméra, de chaque visage expectant, de chaque conversation chuchotée qui le suivrait pour le reste de sa vie. En 42 ans d'existence, il n'avait jamais fait face à une décision où tous les chemins menaient à des conséquences dont il ne pouvait pas contrôler ou acheter sa sortie. « J'ai besoin d'un moment, » dit-il finalement, sa voix dépouillée de sa bravade antérieure. « Pour réfléchir, prenez tout le temps dont vous avez besoin, » répondit Blackton avec la patience de quelqu'un qui savait que le résultat était inévitable. « Mais comprenez que votre silence est aussi une réponse. » Grace resta immobile, sa petite silhouette, une étude de tension contrôlée. Elle avait appris à lire les humeurs des adultes de la même manière que les marins lisent les nuages d'orage. La survie dépendait de savoir dans quelle direction le vent soufflait. En ce moment, le vent semblait dangereux et imprévisible. Le Dr. Chen s'approcha d'elle à nouveau, cette fois avec un doux sourire qui ne cachait pas tout à fait sa préoccupation professionnelle. « Grace, chérie, peux-tu me parler de ta famille, de tes parents? » La question atterrit comme un coup physique. Le sang-froid soigneusement construit de Grace vacilla un instant avant qu'elle ne le reconstruise, brique par brique. « Ma maman est partie quand j'avais 3 ans. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Mon papa, il est mort dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Et ton grand-père, Papy Joe, a pris soin de moi après ça. Il m'a appris les échecs et m'a raconté des histoires et m'a fait sentir Grace chercha des mots qui pourraient capturer ce que son grand-père avait signifié pour elle, comme je comptais, mais il est tombé malade et est mort quand j'avais 6 ans. La simple récitation de la perte était dévastatrice dans sa factualité. Cet enfant avait connu plus de tragédies dans sa courte vie que la plupart des adultes n'en avaient affronté en des décennies. Pourtant, elle en parlait avec le professionnalisme détaché de quelqu'un lisant un dossier. « Que s'est-il passé après la mort de ton grand-père? » demanda doucement le Dr. Chen. « Foyer d'accueil, 5 familles différentes en 3 ans. » La voix de Grace baissa à peine au-dessus d'un murmure. Certains allaient bien, certains non. Le dernier. J'ai dû partir. Elle n'élabora pas, mais les adultes dans la pièce comprenaient. Les statistiques sur les abus en foyer d'accueil étaient bien connues parmi ceux qui travaillaient avec les enfants. Le fait qu'une enfant de 9 ans ait choisi la rue plutôt que son placement racontait sa propre histoire. Khaled se retrouva à penser à sa propre enfance à nouveau, spécifiquement l'amour inconditionnel de parents qui avaient célébré chaque réussite et amorti chaque échec. Il avait été voulu, choyé, protégé. L'idée qu'une enfant puisse grandir en croyant qu'elle devait gagner le droit fondamental d'être aimée lui était aussi étrangère que la vie sur une autre planète. Son téléphone vibra avec des messages d'associés commerciaux qui avaient vu les flux en direct. Les réactions allaient de l'amusement à l'inquiétude à la Schadenfreude à peine dissimulée. Son publiciste faisait une crise de nerfs. Son conseil d'administration était probablement en session d'urgence. L'image soigneusement élaborée qu'il avait passé des décennies à construire se fissurait en temps réel. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Khaled se retrouva à se soucier moins des perceptions externes que des vérités internes. En regardant Grace, en la regardant vraiment, il vit quelque chose qui défiait chaque hypothèse qu'il avait faite sur la valeur et ce que signifiait être humain. « Vous avez dit que vous surviviez seul depuis 3 semaines, » dit-il soudain, s'adressant directement à Grace pour la première fois depuis sa promesse théâtrale. « Comment? » Grace le regarda avec surprise. Les adultes la questionnaient rarement sur ses stratégies de survie. Ils étaient généralement plus intéressés à la sermonner sur les dangers de la vie dans la rue. « Je suis bonne à trouver des endroits où me cacher, » dit-elle simplement. « Les tunnels de métro sont chauds. Les salles de bain de la bibliothèque sont sûres pendant la journée. Les gens jettent beaucoup de nourriture qui est encore bonne. » Chaque mot était une petite accusation d'une société qui permettait aux enfants de tomber à travers des fissures assez larges pour engloutir leur futur.
Khaled avait mangé des repas plus chers cette semaine-là que Grace n'avait mangé de repas pour période. Et vous avez été seul tout ce temps. Grace hocha la tête. C'est plus sûr seul. D'autres enfants, certains d'entre eux sont méchants et les adultes. Elle ne termina pas la phrase, mais son sens était clair. La foule devenait agitée. Ce qui avait commencé comme divertissement devenait inconfortablement réel, les forçant à confronter des réalités qu'ils préféraient ignorer. C'étaient des gens qui faisaient des dons à des œuvres de bienfaisance pour enfants, pour des réductions d'impôts et un statut social qui se sentaient vertueux de leur philanthropie tout en maintenant une distance prudente de la souffrance humaine réelle. Peut-être devrions-nous impliquer les services de protection de l'enfance, suggéra l'une des invitées, une femme dont les propres enfants n'avaient jamais connu un jour de besoin ou d'inquiétude. Les services de protection de l'enfance l'ont déjà laissé tomber, répondit sèchement le docteur Chen. Ils l'ont placée avec une famille qui était censée la protéger, et au lieu de cela, elle a fini par fuir pour sa sécurité. Le système ne fonctionne pas pour les enfants comme Grace. Les enfants comme Grace. La phrase résonna dans l'esprit de Khaled. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Des enfants trop intelligents pour leur propre bien. Des enfants qui avaient été abandonnés par tous ceux qui étaient censés les aimer. Des enfants qui avaient appris à survivre dans un monde conçu pour les détruire. Il pensa à ses propres enfants, ceux qu'il n'avait jamais eus parce qu'il avait été trop occupé à construire son empire pour construire une famille. Il se dit qu'il y aurait du temps plus tard, que le succès devait venir en premier. Maintenant, approchant l'âge moyen, il était entouré de richesses et de réalisations, mais n'avait jamais connu la simple joie de lire des histoires au coucher ou d'apprendre à quelqu'un à faire du vélo. L'ironie ne lui échappa pas qu'une enfant sans abri venait de démontrer des compétences qu'il lui avait fallu des années pour acquérir. Pourtant, elle n'avait personne avec qui célébrer son accomplissement. Les ramifications légales de l'adoption sont complexes, interjeta Marcus Goldstein, essayant clairement de donner une voie d'évasion à son client. Il y a des vérifications d'antécédents, des études de domicile, des évaluations psychologiques. Tout cela peut être accéléré avec des ressources suffisantes, riposta Blackstone. Je ne prétends pas que la bureaucratie est insurmontable quand nous savons tous deux que l'argent parle. Grace écoutait les adultes débattre de son avenir comme si elle était une transaction commerciale à négocier. C'était un territoire familier. Elle avait été le sujet de discussions similaires dans des salles d'audience et des salles de conférences, où des travailleurs sociaux et des avocats discutaient de ce qui était dans son meilleur intérêt sans jamais lui demander ce qu'elle voulait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait gagné sa place à la table. « Que se passe-t-il s'il dit non ?» demanda-t-elle doucement au Dr. Chen. « Alors nous trouvons d'autres options », répondit le Dr. Chen prudemment. « Il y a de bonnes familles cherchant à adopter, des gens qui veulent des enfants normaux. » Grace interrompit. « Pas des enfants avec des problèmes, pas des enfants qui ont été dans le système. » L'adulte en Dr. Chen voulait offrir des assurances pour promettre que tout irait bien. Mais la professionnelle en elle savait mieux. Grace avait raison. Plus les enfants vieillissaient, plus le placement devenait difficile. Ajouter un historique de traumatisme et des comportements de survie au mélange, et les perspectives devenaient encore plus sombres. « Vous n'êtes pas un problème à résoudre, » dit le Dr. Chen à la place. « Vous êtes une personne qui mérite l'amour et la stabilité. » Grace voulait la croire, mais la croyance était un autre luxe dont elle avait appris à se passer. Khaled entendit la conversation et quelque chose en lui changea. Il ne s'agissait plus de carité, de relations publiques ou d'obligations légales. Il s'agissait d'une question fondamentale qui allait au cœur de qui il était en tant qu'être humain. Confronté à un besoin authentique, un génie authentique, une humanité authentique, s'engagerait-il ou se retirerait-il? La réponse le définirait plus clairement que n'importe quelle affaire commerciale ou donation caritative ne pourrait jamais le faire. Il regarda Grace à nouveau, voyant non pas un cauchemar de relations publiques ou une obligation légale,
mais une enfant dont l'intelligence et la résilience avaient été forgées dans le creuset de l'abandon et de la perte. Une enfant qui venait de démontrer que la brillance ne pouvait pas être achetée, que la sagesse pouvait émerger des endroits les plus improbables, que la valeur n'avait rien à voir avec les soldes bancaires ou le statut social. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Khaled Al-Mansour faisait face à une décision que l'argent ne pouvait influencer et le pouvoir ne pouvait contrôler. Une décision qui révélerait qui il était vraiment sous la façade soigneusement construite de richesse et de succès. La pièce retint son souffle, attendant sa réponse. Khaled marcha jusqu'à la fenêtre surplombant Central Park. Son reflet fantomatique dans le verre strié de pluie. Au-delà de la chaleur de l'hôtel, la ville s'étalait dans toutes les directions, des millions de vies se déroulant dans des appartements et des refuges, et oui, dans des tunnels de métro où les enfants apprennent à survivre avec des restes et de l'ingéniosité. Il avait bâti sa fortune sur des risques calculés, sur la vision d'opportunité là où d'autres voyaient des obstacles. Mais ce n'était pas une transaction commerciale. C'était un être humain dont tout l'avenir reposait sur ses prochains mots. « Parlez-moi des échecs », dit-il soudain, se tournant vers Grace. « Qui vous a appris à voir cette combinaison ?» Les yeux de Grace tressaillirent avec quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Finalement, un adulte s'informait de ses capacités plutôt que de ses problèmes. « Mon grand-père, dit-il, charré. Aux échecs, tout le monde commence égal. » Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pour la première fois ce soir-là, la voix de Grace portait de la chaleur. Il a dit, « Dans le monde réel, certaines personnes obtiennent plus de pièces pour commencer. Mais aux échecs, tout le monde obtient la même armée. Ce que tu en fais dépend de la qualité de ta pensée, pas de combien d'argent tu as. » La philosophie frappa Khaled comme une révélation. Voici de la sagesse d'un homme qui était probablement mort ne possédant rien, transmise à une petite fille qui avait hérité encore moins. Pourtant, elle contenait des vérités que l'éducation de Khaled à l'Ivy League ne lui avait jamais enseignées. Votre grand-père semble être un homme sage. Il était la meilleure personne que j'ai jamais connue, dit simplement Grace. Il ne m'a jamais menti, ni fait de promesses qu'il ne pouvait pas se tenir. Le défi implicite dans ces mots était clair. Khaled avait fait une promesse devant des caméras et des témoins, puis avait immédiatement essayé de s'en défaire quand la réalité s'est avérée gênante. Qu'est-ce que cela disait de son caractère comparé à un homme qui n'avait rien possédé, mais avait donné à une enfant le don d'une honnêteté inébranlable? Le Dr. Chen parlait doucement avec plusieurs autres invités, expliquant les réponses au traumatisme et les troubles de l'attachement et les complexités de prendre soin des enfants qui avaient été abandonnés à plusieurs reprises. Khaled saisit des fragments de la conversation, problèmes de confiance, défis comportementaux, le long processus de guérison des blessures psychologiques. Ce n'est pas comme adopter un animal de compagnie, l'entendit-il dire. Les enfants qui ont connu un traumatisme n'ont pas seulement besoin de nourriture et d'un abri. Ils ont besoin de patience, de constance et d'amour inconditionnel. Ils ont besoin de parents qui comprennent que la guérison prend du temps. Parents, le mot envoya un choc inattendu à travers la poitrine de Khaled. Il n'avait jamais sérieusement envisagé la parentalité. Avait toujours supposé qu'il y aurait du temps pour la famille après qu'il aurait conquis le monde des affaires. Mais maintenant, confronté à la possibilité d'une paternité instantanée, il se retrouva à se demander quel genre de père il serait. Son propre père avait été aimant mais distant, plus à l'aise pour montrer de l'affection par des cadeaux coûteux que par une disponibilité émotionnelle. Khaled avait hérité de l'Empire, mais aussi des schémas émotionnels. Il savait comment pourvoir matériellement, mais n'avait jamais appris les arts plus subtils de l'éducation et du guidage. Pouvait-il apprendre? Plus important encore, Grace méritait-elle de devenir son expérience de croissance personnelle? L'attention médiatique sera intense, murmura Marcus à son oreille. Chaque aspect de votre vie sera scruté. Chaque décision parentale sera publique. Êtes-vous préparé à ce niveau d'invasion? Khaled n'avait pas considéré les implications. Adopter Grace ne changerait pas seulement sa vie personnelle. Cela altérerait fondamentalement sa personnalité publique.
Il ne serait plus le milliardaire célibataire insouciant. Il serait responsable de protéger et d'éduquer une enfant qui avait déjà souffert plus que quiconque ne devrait. Mais en regardant Grace, debout petite et seule pendant que les adultes débattaient de son avenir, il réalisa que son inconfort face à l'attention médiatique pâlissait en comparaison de son besoin de sécurité et d'amour. Grace, dit-il, s'approchant d'elle avec une nouvelle intentionnalité, puis-je vous demander quelque chose? Elle hocha la tête avec lassitude. Si je vous adoptais, si vous deveniez ma fille, que voudriez-vous que cela signifie? La question l'a pris au dépourvu. Aucun adulte ne lui avait jamais demandé de définir ce que la famille signifiait pour elle. Ils imposeraient toujours leur propre définition, leurs propres attentes, leurs propres limitations. Je veux quelqu'un qui ne partira pas, dit-elle finalement. Quelqu'un qui ne me renverra pas quand je ne suis pas parfaite. Quelqu'un qui, elle luttait pour les mots pour exprimer un besoin si fondamental qu'elle avait presque cessé de croire qu'il pouvait être comblé. Quelqu'un qui est content que j'existe. La simplicité de sa demande était dévastatrice. Elle ne demandait pas de richesse, de luxe ou même de confort. Elle demandait le besoin humain fondamental d'être voulu, d'appartenir à un endroit, de compter pour quelqu'un. Khaled sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Pas son cœur se brisant, mais son cœur s'ouvrant pour la première fois depuis des décennies. Il avait dépensé tellement d'énergie à construire des murs pour protéger sa richesse et son statut qu'il avait oublié ce que cela faisait d'être sincèrement ému par le besoin d'une autre personne. « Et si je vous déçois? » demanda-t-il. « Et si je ne sais pas être un bon père? » Grace considéra sa question avec le sérieux qu'elle méritait. Comment voulez-vous apprendre? La question planait entre eux, lourde de possibilités. Vouloir, un mot si simple, mais il contenait tout. Voulait-il apprendre à aimer inconditionnellement? Voulait-il prioriser les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus de son propre confort? Voulait-il devenir le genre de personne qui pourrait fournir non seulement la sécurité matérielle, mais aussi la sécurité émotionnelle? En regardant Grace, en voyant l'intelligence et la résilience qui avaient émergé de circonstances si difficiles, Khaled réalisa qu'elle avait déjà appris des leçons sur le courage et la survie qu'il n'avait jamais eu besoin de maîtriser. Peut-être que la question n'était pas s'il pouvait lui apprendre, mais s'il pouvait apprendre d'elle. « Je n'ai jamais rien voulu de plus, dit-il, et réalisa en prononçant les mots qu'ils étaient complètement vrais. La pièce éclata en murmures étonnés. Theodore Blackton sourit avec satisfaction. Le Dr. Chen semblait prudemment optimiste. Les journalistes mirent à jour frénétiquement leurs histoires avec ce développement inattendu. Mais Grace resta là, étudiant le visage de Khaled pour des signes de l'insincérité qu'elle avait appris à attendre des promesses d'adultes. Ce qu'elle vit à la place était quelque chose qu'elle avait presque cessé de croire existant. Un engagement authentique. « Vous le pensez, murmura-t-elle. « Je le pense, dit Khaled, s'agenouillant à son niveau des yeux. Si vous voulez de moi comme votre père, je serai honoré de vous avoir comme ma fille. » Pour la première fois en 3 ans, Grace se permit d'espérer. 3 mois plus tard, la transformation était visible dans plus que juste les arrangements de vie. Grace était assise dans le bureau du penthouse de Khaled à Central Park. Son échiquier disposé sur une table en acajou, qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Mais le cadre coûteux n'avait pas changé la nature essentielle de leur relation. Elle était construite sur la démocratie des 64 cases, où la valeur était mesurée par la qualité des idées plutôt que par le prix des possessions. « Votre fourchette de cavalier devient plus forte, » observa Khaled, étudiant la position où Grace venait de gagner sa dame. « Mais vous télégraphiez la configuration. Voyez comment vous avez déplacé votre cavalier il y a 2 tours. Cela a trahi votre intention. » Grace hocha la tête, absorbant le feedback avec l'attention concentrée qu'elle apportait à tout ce qui comptait pour elle. Apprendre était redevenu sûr. L'échec était devenu éducatif plutôt que catastrophique, et la croissance était devenue possible quand elle n'était pas obscurcie par la peur constante de l'abandon. Le processus d'adoption avait été complexe mais rapide.
accélérés par les ressources de Khaled et les circonstances uniques qui avaient fait de leur histoire une nouvelle internationale. Les défis juridiques de groupe contestant la légitimité d'une promesse impulsive avaient été surmontés par des témoignages de témoins et la preuve claire du bien-être de Grace dans son nouvel environnement. Plus important encore, l'adoption émotionnelle avait eu lieu progressivement, construite sur de petits moments de confiance et de compréhension. La première nuit, Grace avait dormi sans cauchemar. La première fois qu'elle avait demandé de l'aide pour ses devoirs sans craindre d'être vue comme un fardeau. La première fois qu'elle l'avait appelé papa au lieu de Monsieur Al-Mansour, avec hésitation, prête à reculer si le mot n'était pas le bienvenu. Il avait été le bienvenu. Le Dr. Chen rendait visite chaque semaine, non pas en tant qu'investigatrice, mais en tant que système de soutien. Le traumatisme n'a pas disparu du jour au lendemain. Il y avait encore des moments où Grace tressaillait au mouvement soudain, encore des nuits où la peur l'accablait dans l'obscurité entre le sommeil et l'éveil, mais la guérison se produisait, bâtie sur les fondations d'une sécurité constante et d'une acceptation inébranlable. « Parlez-moi de l'école », dit Khaled, déplaçant son roi en sécurité pendant qu'il parlait. « Madame Rodriguez dit que je lis à un niveau de lycée. » Grace rapporta factuellement. Et M. Chen, il est différent du Dr. Chen, dit « Je comprends des concepts mathématiques que la plupart des enfants n'apprennent pas avant le collège. » L'accélération académique avait été l'une de leurs premières décisions ensemble. L'intelligence de Grace nécessitait des défis appropriés, mais ils avaient aussi veillé à ne pas l'isoler davantage des enfants de son âge. Elle fréquentait une école privée progressive où les plans d'apprentissage individuels étaient la norme plutôt que l'exception. Des problèmes avec les autres enfants? Grace hésita. L'intégration sociale restait difficile, non pas parce que les autres enfants étaient méchants, mais parce que ses expériences de vie avaient été si différentes des leurs. Comment expliquez-vous à des camarades de classe qui se plaignent de n'avoir que 2 maisons de vacances, que vous êtes un jour estimée heureuse de trouver un métro chaud? Génial. Parfois, ils demandent à propos d'avant, dit-elle soigneusement, à propos d'être sans abri. Que leur dites-vous? Que cela m'a appris des choses, que j'ai appris à avoir des opportunités que d'autres manquent, qu'être différente n'est pas la même chose qu'être dans l'erreur. Khaled sourit. C'était des leçons qu'il apprenait encore lui-même. Le monde des affaires avait toujours récompensé la conformité et la pensée conventionnelle. La perspective de Grace, façonnée par la survie plutôt que le privilège, avait déjà commencé à influencer sa propre prise de décision. Ses aperçus sur la nature humaine, sur la différence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient dire, sur la valeur de l'authenticité par rapport à l'apparence, s'était avéré remarquablement astucieux. En parlant d'opportunités, dit-il, j'ai eu une conversation intéressante avec la Fédération internationale des échecs aujourd'hui. Grace leva les yeux de l'échiquier avec une attention soudaine. Les échecs restaient sa première langue, l'endroit où elle se sentait le plus complètement elle-même. Ils veulent vous inviter à un tournoi junior à Paris le mois prochain. Des joueurs du monde entier âgés de 8 à 18 ans, l'opportunité était extraordinaire. Mais Khaled observa attentivement le visage de Grace pour sa réaction. Il avait appris que ce qui lui semblait des cadeaux évidents pourrait sembler une pression ou une obligation à quelqu'un qui avait appris à se méfier des motivations des adultes. « Voudriez-vous y aller ?» demanda Grace. La question révéla combien de guérisons restaient à faire. Grace ne pouvait toujours pas imaginer que ses désirs et préférences pourraient être la principale considération dans les décisions concernant sa vie. Elle avait appris à s'adapter aux choix des adultes plutôt qu'à exprimer ses propres désirs. « J'adorerais y aller, » dit Khaled, « mais seulement si tu veux concourir. C'est à propos de toi, pas à propos de moi vivant par procuration à travers tes réussites. » Grace considéra l'offre avec un sérieux caractéristique. La compétition internationale signifiait de la pression, des attentes, la possibilité d'un échec très public, mais cela signifiait aussi la chance de se mesurer aux meilleurs jeunes joueurs du monde
pour voir jusqu'où ses capacités pourraient la mener. « Je veux essayer, dit-elle finalement. Même si je perds, je veux savoir à quel point je suis vraiment bonne. » La confiance dans sa voix était nouvelle, bâtie sur des mois de découverte que l'échec n'était pas catastrophique lorsqu'il survenait dans la sécurité de l'amour inconditionnel. Khaled avait travaillé dur pour séparer son propre ego de ses performances, célébrant l'effort et l'apprentissage plutôt que juste les résultats. Leur relation avait des défis. La courbe d'apprentissage de Khaled en tant que père était raide, compliquée par des décennies de priorisation du travail sur les connexions personnelles. La confiance de Grace venait par couches, chacune révélant de nouvelles profondeurs de force et de vulnérabilité. Ils apprenaient tous deux à être une famille l'un pour l'autre, créant quelque chose qu'aucun n'avait jamais expérimenté auparavant. Mais la fondation était solide, bâtie sur le respect mutuel et une affection authentique plutôt que l'obligation ou la circonstance. Ils faisaient ressortir des qualités l'un chez l'autre qui avaient été dormantes. La capacité de Khaled à élever, la capacité de Grace à faire confiance. Leurs différences de parcours et d'expérience devinrent des forces plutôt que des obstacles. « Échec », dit Grace, faisant glisser son fou sur l'échiquier avec une satisfaction tranquille. Khaled étudia la position, réalisant qu'il avait été si concentré sur leur conversation qu'il avait manqué la séquence tactique en développement. Grace avait appris à avoir plusieurs coups à l'avance, non seulement aux échecs, mais dans la vie, planifiant les possibilités tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter lorsque les circonstances changeaient. « Excellent », concéda-t-il, renversant son roi. « Tu joues à un niveau complètement différent d'il y a 3 mois. »« Tout est différent d'il y a 3 mois, » répondit Grace. Et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, son sourire atteignit jusqu'à ses yeux. À travers les fenêtres du penthouse, Central Park s'étirait vert et paisible sous le soleil de l'après-midi. Le même parc où Grace avait autrefois cherché refuge servait maintenant de jardin pour sa nouvelle vie, visible depuis la chambre où elle dormait en sécurité chaque nuit. La transformation était complète, mais la croissance ne faisait que commencer. 6 mois après l'adoption, Grace se tenait devant l'échiquier le plus intimidant de sa vie. Le championnat du monde jeune d'échecs à Dubaï avait attiré les plus prometteurs jeunes joueurs de la planète, mais aucun ne portait une histoire tout à fait comme la sienne. La salle du tournoi bourdonnait de 15 langues, de parents fiers et de l'intensité tranquille qui entourait la compétition sérieuse. Son adversaire de l'autre côté de l'échiquier était Dmitri Voulov, petit-fils de la grande maître Elena Voulov et la tête de série du tournoi. À 12 ans, il jouait aux échecs de compétition depuis qu'il pouvait marcher, entraîné par des maîtres, soutenu par une fédération qui traitait les prodiges des échecs comme de futurs athlètes olympiques. Tout en lui criait l'inévitabilité, de sa posture parfaite à son échiquier de designer, à la façon dont les autres joueurs s'écartaient quand il passait. Grace ajusta sa position dans la chaise qui semblait encore trop grande pour sa petite silhouette. 6 mois de bonne nutrition et de sécurité l'avaient aidée à grandir, mais elle restait minuscule comparée à la plupart de ses concurrents. Ce qui avait grandi exponentiellement était sa confiance, non pas l'arrogance, mais la certitude tranquille qui venait de savoir qu'elle appartenait partout où son esprit pouvait la mener. « C'est le moment que nous avons préparé », murmura Khaled, tandis qu'il la menait à l'échiquier. Il avait appris à équilibrer le soutien avec l'indépendance, à être présent sans être intrusif. Mais souvenez-vous, le résultat ne change rien. Grace termina. Vous serez fiers de moi, quoi qu'il arrive. Il lui avait fallu des mois pour croire ces mots, pour intérioriser le concept radical que l'amour n'était pas conditionnel à la performance. Mais maintenant, il lui donnait la liberté de jouer sans peur, de prendre des risques sans que des conséquences catastrophiques ne pèsent sur chaque décision. La salle du tournoi tomba silencieuse au début de la ronde. Grace avait survécu à 5 rondes précédentes, chaque victoire augmentant l'attention médiatique et la pression. Les journalistes l'appelaient la fille miracle et la Cendrillon des échecs. Mais Grace avait appris à filtrer le bruit externe
et à se concentrer sur la seule chose qui importait, la position devant elle. Dimitri joua avec une précision de manuel, construisant sa position méthodiquement tout en évitant les complications tactiques. Il avait clairement étudié ses parties précédentes, se préparant spécifiquement à son style agressif et intuitif. Sa stratégie était solide, limiter ses opportunités créatives, forcer le jeu dans des canaux techniques où son entraînement supérieur ferait la différence. Pendant 30 coups, son plan fonctionna parfaitement. Grace se retrouva dans une finale où Dimitri détenait chaque avantage théorique, meilleure coordination des pièces, structure de pion supérieure, connaissances techniques plus profondes. La position était l'équivalent aux échecs de David face à Goliath, si Goliath avait aussi été un génie tactique avec des années d'entraînement professionnel. La section des médias se pencha en avant alors que Grace s'enfonçait davantage dans les ennuis. C'était le moment que beaucoup avaient attendu. L'amateur talentueux se heurtant au mur de la compétition sérieuse, la fin du conte de fées en déception prévisible. Mais Grace avait appris quelque chose pendant ces mois avec Khaled qu'aucun livre d'échecs ne pouvait enseigner. Comment trouver de l'espoir dans des situations désespérées. Elle avait survécu au sans-abrisme, aux abus et à l'abandon. Une position d'échec difficile, par comparaison, n'était qu'un puzzle attendant d'être résolu. Elle étudia l'échiquier avec la patience que son grand-père lui avait enseignée et la persévérance que la vie dans la rue avait exigée. La position de Dimitri semblait inatteignable, mais Grace avait appris à regarder au-delà de l'évident, à voir des possibilités qui existaient dans les espaces entre les coups conventionnels. Alors elle le vit. La combinaison exigeait de sacrifier sa dame, la pièce la plus puissante sur l'échiquier, pour ce qui semblait être une compensation insuffisante. Chaque calcul logique disait que l'échange était désastreux. Chaque analyse informatique le condamnerait comme une gaffe. Mais Grace voyait plus profondément, comprenant quelque chose que la logique pure ne pouvait capturer. Parfois, le coup le plus puissant était celui qui ressemblait à une reddition. Elle leva sa dame, hésita juste un instant, tandis que le doute lui chuchotait à l'oreille, puis la plaça sur la case où le cavalier de Dimitri pouvait la capturer. La salle éclata en murmures confus. Les spectateurs supposant qu'elle avait commis une erreur tragique sous la pression. Même Khaled, regardant depuis le public, sentit son estomac se nouer alors qu'il voyait sa fille apparemment jeter ses chances avec un coup catastrophique. Mais Dimitri savait mieux. Le prodige de 12 ans fixa l'échiquier avec une aura croissante, alors que les implications du sacrifice de Grace devenaient claires. L'échange de dames força une séquence de coups qui lui semblaient favorables, mais contenait un poison caché. Grace avait abandonné du matériel pour gagner du tempo, sacrifiant un avantage immédiat pour une domination positionnelle à long terme. Au moment où Dimitri réalisa le piège, il était trop tard pour s'en échapper. Les pièces restantes de Grace, apparemment faibles et désorganisées, se coordonnèrent soudain en une attaque imparable. Ses pions avancèrent avec une précision mécanique. Son fou et son cavalier travaillaient en parfaite harmonie, et son roi devint un participant actif à l'assaut. Magnifique, souffla la grande maître Elena Volkov depuis la cabine de commentaires. Elle joue de la pure poésie échiquienne. Ce n'est pas du calcul, c'est de l'intuition au plus haut niveau. La position finale était une œuvre d'art. La dame supplémentaire de Dimitri était impuissante à empêcher l'échec et mat, piégée du mauvais côté de l'échiquier, tandis que les humbles pions de Grace délivraient le coup fatal. La tête de série du tournoi, entraînée dès la naissance pour être un champion d'échecs, avait été battue par une fille qui avait appris le jeu sur les genoux de son grand-père et l'avait perfectionné dans les tunnels de métro. Grace se leva de l'échiquier, ses jambes tremblantes d'adrénaline et d'épuisement. Elle avait fait plus que gagner une partie d'échecs. Elle avait prouvé que la brillance pouvait émerger de n'importe où, que la valeur ne pouvait être mesurée en privilège ou en pedigree. Tandis que la salle explosait en applaudissements, elle regarda vers le public et trouva le visage de Khaled dans la foule.
Il pleurait non pas de déception ou de soulagement, mais de pure fierté de ce qu'elle avait accompli. Non seulement la victoire, mais la grâce et le courage qu'elle avait montré en l'atteignant. Pour la première fois de sa vie, Grace avait quelqu'un dans le public qui était inconditionnellement fier d'elle. Quelqu'un dont l'amour ne dépendait pas de sa victoire ou de sa défaite, mais simplement de qui elle était. La réalisation la frappa comme une vague de chaleur, et elle sentit ses propres larmes commencer à tomber. Elle était vraiment rentrée à la maison. 2 ans plus tard, Grace Al-Mansour se tenait sur la scène de l'Assemblée générale des Nations unies, s'adressant à un public de leaders mondiaux sur le bien-être des enfants et l'opportunité éducative. À 11 ans, elle était devenue non seulement une championne d'échecs, mais une voix pour les enfants qui avaient été oubliés par les systèmes conçus pour les protéger. Chaque enfant mérite la chance de découvrir son potentiel, dit-elle, sa voix portant clairement à travers la vaste salle, non pas à cause de leurs circonstances, mais malgré elles. Non pas parce qu'ils ont prouvé leur valeur, mais parce que la valeur est inhérente à l'être humain. Dans le public, Khaled regardait sa fille avec la satisfaction tranquille de quelqu'un dont la vie avait été transformée par un cadeau inattendu. L'adoption l'avait changé autant qu'elle avait changé Grace, lui enseignant l'amour inconditionnel, la patience, la différence entre pourvoir aux besoins de quelqu'un et donner un sens à quelqu'un. Leur relation n'avait pas été sans défi. Apprendre à faire confiance avait pris du temps à Grace et apprendre à être parent avait pris encore plus de temps à Khaled. Il y avait eu des conversations difficiles sur son passé, des revers lorsque d'anciens traumatismes refaisaient une surface, des moments où tous deux se sont demandé s'ils étaient équipés pour ce voyage, mais ils étaient devenus une famille progressivement, bâtie sur des expériences partagées et un respect mutuel. Les échecs restaient leur langue commune, mais leur lien s'était étendu bien au-delà des 64 cases où il avait commencé. Ils avaient appris à rire ensemble, à se disputer ensemble, à rêver ensemble. Tout le travail désordonné et magnifique de devenir une famille l'un pour l'autre. La carrière échiquienne de Grace avait prospéré sous le soutien de Khaled, mais plus important encore, son sens de soi s'était guéri et renforcé. Elle avait gagné 3 championnats internationaux de jeunes et était comparée aux plus grands joueurs de l'histoire. Pourtant, elle portait ses réalisations avec légèreté, comprenant que sa valeur en tant que personne n'était pas liée à sa performance sur l'échiquier. La fondation qu'ils avaient établie ensemble se concentrait sur les opportunités éducatives pour les enfants placés en famille d'accueil et les jeunes sans-abri. Grace insistait pour être activement impliquée, non seulement comme une figure de proue, mais comme quelqu'un qui comprenait les défis auxquels ses enfants étaient confrontés. Elle parlait lors de conférences, encadrait des enfants plus jeunes et travaillait pour s'assurer que d'autres ne tombent pas à travers les fissures qui l'avaient presque englouti. La partie la plus importante que j'ai jamais gagnée n'était pas à un tournoi d'échecs. Grace conclut son discours à l'ONU. C'était la partie qui m'a appris que je valais la peine d'être aimé. Cette partie a changé 2 vies, la mienne et celle de mon père, et nous a montré à tous deux que la famille n'est pas une question de sang ou de circonstances. C'est une question de choix. C'est une question de choisir d'aimer quelqu'un, non pas parce que vous le devez, mais parce que vous le voulez. Les applaudissements furent retentissants, mais les yeux de Grace ne trouvèrent qu'un seul visage dans la foule. Khaled pleurait à nouveau, comme il le faisait souvent quand il pensait à la chaîne d'événements qui les avait réunis. Une promesse négligente faite avec arrogance était devenue la fondation de la relation la plus significative de sa vie. Après le discours, ils marchèrent ensemble à travers Central Park, le même parc où Grace avait autrefois cherché refuge. Maintenant, c'était simplement leur quartier, un endroit pour les promenades de l'après-midi et les pique-niques de week-end et tous les moments ordinaires qui composaient une vie extraordinaire. « Fier de toi, gamin », dit Khaled, utilisant le surnom qui avait évolué naturellement entre eux. « Es-tu fier de nous ?» Grace corrigea, prenant sa main avec l'affection facile qui avait remplacé sa lassitude initiale. Ils avaient tous deux appris que la transformation était possible,
qu'une enfant sans abri pouvait devenir une championne du monde, qu'un milliardaire égoïste pouvait devenir un père aimant, que deux personnes brisées pouvaient créer quelque chose d'entier et de beau ensemble. Leur histoire avait commencé par un coup d'échec, mais elle était devenue quelque chose de beaucoup plus grand. Preuve que l'amour pouvait combler n'importe quel fossé, que la famille pouvait être choisie plutôt qu'héritée, et que les victoires les plus importantes se produisaient non pas sur des échiquiers de tournois, mais dans les moments tranquilles où quelqu'un décide d'ouvrir son cœur aux besoins d'une autre personne. Grace serra la main de Khaled et leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître au-dessus des lumières de la ville. Quelque part là-bas, d'autres enfants apprenaient qu'ils comptaient, que leur potentiel était réel, que leurs circonstances ne définissaient pas leur avenir. Le jeu de la transformation ne s'est jamais vraiment terminé. Il a juste trouvé de nouveaux joueurs, de nouvelles possibilités, de nouvelles chances pour l'amour de triompher de l'indifférence. Et Grace et Khaled seraient là ensemble, aidant les autres à découvrir que le coup le plus puissant était toujours la décision de se soucier. L'histoire de Grace nous rappelle qu'un potentiel extraordinaire existe dans les endroits les plus inattendus, attendant que quelqu'un reconnaisse sa valeur. Chaque jour, des enfants brillants passent à travers les mailles des systèmes conçus pour les protéger, leurs talents invisibles et leurs valeurs méconnues. Mais la transformation est toujours possible. Un adulte bienveillant, un acte d'engagement authentique, une décision de voir le potentiel plutôt que les problèmes peut changer une vie pour toujours. Grace a trouvé son champion en Khaled, mais des milliers d'autres enfants attendent toujours le leur. Vous pouvez être ce champion, que ce soit par le biais de la famille d'accueil, de l'adoption, du mentorat, ou en soutenant des organisations qui servent les enfants vulnérables. Vous avez le pouvoir de transformer des vies. Le système de protection de l'enfance a besoin de défenseurs qui comprennent que chaque enfant mérite non seulement la sécurité et un abri, mais la chance de découvrir et de développer ses dons uniques. Considérez comment vous pourriez ouvrir votre cœur et votre foyer à une enfant qui a besoin de ce que vous avez à offrir. Recherchez des agences locales de placement familial, faites du bénévolat dans des programmes pour jeunes, ou soutenez des organisations travaillant à améliorer les résultats pour les enfants pris en charge. Votre acte de courage pourrait être le début de l'histoire de transformation de quelqu'un d'autre. Le prochain coup est le vôtre. Que choisirez-vous? Laisserez-vous cette histoire vous inspirer à l'action ou la laisserez-vous rester juste un divertissement? Quelque part ce soir, une enfant avec un potentiel illimité se demande si quelqu'un verra un jour sa valeur, lui donnera un jour une chance de prouver ce qu'elle est capable de devenir. Cet enfant pourrait vous attendre. Faites votre coup, changez une vie, transformez l'avenir. Les échecs m'ont appris que chaque fin est aussi un début. Votre histoire avec une enfant qui a besoin de vous pourrait commencer par une seule décision de se soucier. Grace Al Mansour, agissez aujourd'hui. Le lendemain d'une enfant dépend